Pendant ce temps, les grands-mères continuent de raconter, les forgerons de forger et les étoiles de parler, fidèles, patientes, mais toujours pas dans les manuels. Parler sans accent devenait une vertu morale. Oublier sa langue, une preuve d'intelligence. Bonsoir ou bonjour, selon que vous écoutez ce podcast depuis une salle de prof fatiguée, un taxi coincé dans un embouteillage existentiel ou sous un acacia, cet arbre qui, lui, n'a jamais demandé de servir de classe de cours. Nous voilà ensemble pour un nouveau podcast des mots en partage intitulé « Les savoirs indigènes et l'école héritée, l'école de l'oubli organisé ». Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'école a choisi d'oublier avec méthode, application et parfois même élégance. Les savoirs indigènes, les langues maternelles, les sagesses transmises sans tableau ni manuel. Bref, l'oubli organisé. Alors, installez-vous confortablement, respirez. Ce n'est pas une leçon de morale, mais une invitation à regarder ce que nous avons laissé de côté et à nous demander très calmement, très sérieusement, et si l'école avait aussi quelque chose à réapprendre. Il fut un temps, pas si ancien, rassurez-vous, les archives sont encore tièdes, où l'école s'est levée un matin avec une illumination digne d'une révélation divine. Savoir est égal civilisé. Et civilisé, bien entendu, signifiait parler avec l'accent qu'il faut, penser dans la langue qu'il faut, et surtout, regarder le monde depuis la bonne fenêtre, celle de l'Europe. Tout ce qui ne venait pas de là devenait suspect. Les langues locales, trop chantantes pour être sérieuses. Les connaissances ancestrales, trop empiriques pour être intelligentes. Les sagesses transmises à l'ombre d'un arbre, charmantes, certes, mais bonnes pour distraire les touristes et illustrer les manuels d'ethnologie. Pas pour former des esprits modernes. Alors, on a classé les savoirs comme dans un musée mal éclairé. D'un côté, les savoirs nobles, certifiés, reliés, examinés. De l'autre, les savoirs indigènes, rangés au rayon folklore, juste à côté des danses traditionnelles et des masques qu'on sort pour les fêtes nationales. Et si par malheur, un élève osait convoquer la sagesse de sa grand-mère ou l'intelligence de son grand-père chasseur dans une dissertation, on lui rappelait gentiment ou fermement que ce genre de connaissances n'était ni au programme ni au barème. Car, dans l'école héritée, le tableau noir ne servait pas seulement à écrire, il servait surtout à effacer. Effacer des langues, des gestes et des mémoires. L'école coloniale arriva donc, sûre d'elle-même, cartable bien tenu et certitude bien repassée, avec ce message simple et définitif. Vous ne savez rien. Rassurez-vous, disait-elle,
presque avec tendresse. Nous sommes là pour vous apprendre. Apprendre quoi? À oublier d'abord. Oubliez vos langues, trop bruyantes pour la pensée abstraite. Oubliez vos savoirs, trop enracinés pour être universels. Car chacun sait que la gravité ne s'exerce qu'en français académique, que les équations refusent obstinément de se résoudre en bambara et que la pensée critique suffoque dès qu'elle croise un accent local. Le monde, semble-t-il, ne fonctionnait correctement que lorsqu'on le décrivait avec les mots homologués par l'Académie. À l'école, on ne formait pas seulement des esprits, on dressait des corps et on redressait des langues. Parler sans accent devenait une vertu morale. Oublier sa langue, une preuve d'intelligence. Et l'élève qui laissait quelque part échapper un mot de trop en Wolof, en Lingala ou en Somalie, la punition tombait, non pour corriger une faute, mais pour rappeler une hiérarchie. Le message était clair. Le savoir ne devait pas seulement être appris, il devait être importé. Et surtout, il ne devait jamais ressembler à ce que vous étiez déjà. Toute phrase prononcée en swahili ou en afar, même involontairement, exposait l'élève à une sanction immédiate. Car un futur secrétaire colonial se devait d'être impeccable, bien repassé dans la langue comme dans l'âme, poli, discipliné et surtout silencieux sur ses origines. Parler sa langue maternelle devenait une faute, presque une insubordination intellectuelle. On n'apprenait pas seulement à lire et à écrire, on apprenait à se taire au bon endroit. À l'école, on formait des bouches sages et des mémoires amnésiques, capables de rédiger des rapports irréprochables sur un monde qu'on leur avait interdit de nommer avec leurs propres mots. Pendant ce temps-là, loin des tableaux noirs et des règlements intérieurs, les grands-mères, bibliothèques vivantes, sans carte de lecteur et d'électeur, continuaient de murmurer à la lune des savoirs non homologués par l'éducation nationale. Elles savaient soigner une fièvre avec 3 feuilles, un souffle et une prière. On les a appelées sorcières. Les forgerons, capables de dompter le feu et le métal avec une précision d'ingénieurs, furent gentiment rebaptisés artisans traditionnels. Traduction officielle. Curiosité pour touristes pressés. Tout ce qui pensait sans diplôme fut classé folklore. Tout ce qui savait sans manuel fut disqualifié. Mais ça, évidemment, ce n'était pas au programme. Car l'école n'enseignait pas encore l'art d'écouter les sages. Parce que, voyons, un vieillard assis sous un baobab ne peut pas comprendre l'univers s'il n'a pas fait Polytechnique. C'est bien connu. La gravité exige un diplôme. Les étoiles refusent de briller pour les autodidactes. Et la sagesse n'est valable qu'avec un tampon officiel. Résultat, l'Afrique est devenue un musée vivant. On admire, on photographie, on archive, on encadre, on étiquette, on chuchote même par respect pour les vitrines, mais surtout, on n'écoute pas. Les peuples sont exposés comme des œuvres anciennes, regards autorisés, paroles interdites. Et puis un jour, l'UNESCO arrive. Trop tard,
mais très bien habillés. Miracle institutionnel. Après des décennies de mépris, alerte générale. Les cultures indigènes disparaissent. Panique en gilet beige. Rapport urgent. Comité, classement, patrimoine mondial. Ce qui était archaïque devient précieux. Ce qui était puni devient protégé sous verre, souvent à Paris. Ironie suprême. On nous explique maintenant qu'il faut réapprendre nos traditions, comme si nos peuples avaient souffert d'amnésie collective, comme si la mémoire africaine avait besoin d'un visa culturel pour exister. Pendant ce temps, les grands-mères continuent de raconter, les forgerons de forger et les étoiles de parler, fidèles, patientes, mais toujours pas dans les manuels. Et qu'en est-il des programmes scolaires, aussi flexibles qu'un baobab centenaire? On ajoute des modules optionnels, des notes de bas de page, des réformes qui avancent comme une charrette sans âne. Pendant ce temps, les cultivateurs suivent toujours la lune pour s'aimer, les guérisseurs soignent sans diplôme, et les anciens rient doucement de cette école qui redécouvre lentement ce qu'elle avait refusé d'écouter. Imaginez une école où les baobabs enseignent la patience mieux qu'un manuel de philosophie, où une grand-mère bâtisseuse de banco devient professeure d'architecture bioclimatique, où l'agriculture ancestrale est reconnue comme de l'agroécologie sans attendre la validation d'un institut européen. Tout cela existait avant les mots compliqués, avant les colloques climatisés. Il ne s'agit pas de remplacer Descartes par le conte de grand-mère. Il s'agit simplement d'admettre une vérité élémentaire longtemps refoulée. Le savoir n'a pas un seul centre, ni un seul accent, ni une seule bibliothèque autorisée. Nos langues pensent avec leurs images, leurs détours, leurs métaphores patientes. Nos anciens savent parce qu'ils ont observé longtemps, vécu largement, transmis sans bruit. Et nos cultures ne sont pas un passé figé à commémorer une fois l'an. Ce sont des ressources actives pour l'avenir, des réserves d'intelligence, d'éthique et d'essence que le monde redécouvre souvent quand il est déjà en panne d'horizon. Peut-être qu'un jour, nos élèves apprendront à raisonner en Somalie sans s'excuser, à citer un griot sans ajouter c'est symbolique, et à comprendre que modernité ne veut pas dire amnésie. Peut-être sauront-ils conjuguer innovation et mémoire, technologie et transmission, futur et racine. Mais pour cela, et c'est là que le véritable défi commence, il faudrait déjà que nos programmes scolaires acceptent de faire un pas courageux hors de ce siècle, d'ouvrir une fenêtre, de laisser entrer d'autres voies que celles imprimées depuis 100 ans dans les manuels scolaires figés et fatigués. Autrement dit, il faudrait que l'école accepte enfin une idée révolutionnaire. Apprendre aussi au lieu de seulement enseigner. Je vous remercie.